Voici la nouvelle borne de recharge que j'ai fait installer à la maison pour pouvoir brancher mon superbe Outlander PHEV. Aujourd'hui, je vais vous dire quelle borne j'ai choisie, pourquoi, comment obtenir une subvention, quelle entreprise j'ai choisi pour faire installer la borne et surtout combien ça m'a coûté dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! On va commencer la vidéo par adresser l'éléphant blanc dans la pièce. Vous voyez que c'est une borne blanche, c'est une borne Tesla, le Universal Wall Charger que j'ai choisi. Je vais certainement m'attirer des critiques pour ce choix. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette borne. Les critères que j'avais, c'est que d'abord, je voulais une borne qui était à un prix relativement raisonnable. Je ne voulais pas surpayer pour une borne. Il y a des modèles qui sont trop chers. Je voulais une borne relativement puissante. Bien que la vitesse de recharge du Outlander PHEV soit limitée à 3,7 kW, je sais que éventuellement, j'aurai une autre voiture électrique dans un futur probablement lointain. J'ai des amis qui ont des voitures électriques. Alexandre vient souvent à la maison. Je voulais quelque chose qui rechargerait relativement rapidement, que je n'aurais pas envie de changer. Je ne voulais pas avoir à modifier l'installation électrique dans le futur. Donc, idéalement, je voulais quelque chose qui recharge à plus de 40 ampères, plus de, peu importe ce que ça donne, 9,6 kW. Je ne voulais pas non plus nécessairement avoir une borne 80 ampères, qui est généralement le maximum qu'on peut avoir. Il y a très peu de véhicules aujourd'hui qui prennent 80 ampères. Ça demande aussi d'avoir un disjoncteur, 100 ampères, des plus gros fils, etc., etc. Donc, 48-50 ampères dans ces eaux-là, ça semblait être le sweet spot. La borne Tesla universelle, elle coûte 800 $. Elle vient avec un connecteur, évidemment, NACS, donc le petit connecteur Tesla. Et elle inclut le connecteur J1772, qui est celui que je vais utiliser sur ma voiture. Donc, à 800 $ pour une borne qui a les deux connecteurs, donc l'adapteur J1772 qui offre 48 ampères. Ça semblait essentiellement l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Ceci étant dit, il y a d'autres bornes 48 ampères qui sont disponibles à ce prix-là de d'autres entreprises. Peut-être que je vais m'attirer des critiques parce que je n'ai pas choisi un produit canadien. Évidemment, il y a Flow. Flow a d'énergie, qui est une entreprise québécoise qui est même basée à Québec, dans la ville où je réside. J'ai tenté à plusieurs reprises par contact interposé et en les contactant directement pour essayer de collaborer avec eux, pas en leur demandant des choses, mais juste pour leur parler au début. Et j'ai jamais eu là un retour autre que « on va t'en revenir ». Donc voilà, j'aurais bien aimé collaborer avec Flow. Si un jour vous voulez m'envoyer une borne pour que je la teste puis qu'on la mette à la place de celle-ci, ça me fera plaisir. Donc, la borne Tesla, assez puissante, bon rapport qualité-prix. Si vous avez une Tesla ou une voiture avec un connecteur NACS ou si vous vous foutez du connecteur J1772, la borne régulière, elle est environ à 625 $. Ceci étant dit, se procurer une borne Tesla, ça a été un défi. Pourquoi je dis que c'est un défi? Moi, je pensais que je pouvais juste aller chez Tesla acheter une borne. Il semble que ça ne fait pas partie de leur modèle d'affaires de juste vendre des bornes à des gens qui n'ont pas de Tesla. Donc, je vais chez Tesla, on me dit « Ah non, c'est pas ici, c'est au centre de service. » Je marche, je vais au centre de service, je vais acheter une borne. « Ah, il va falloir vous créer un compte Tesla. » Oui, j'ai déjà un compte dans l'application, merci. « Ah, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de Tesla? » Non. S'il n'y a pas de numéro de série, je ne peux pas libérer la borne. J'en ai, mais je ne peux pas vous la vendre. Fait que là, j'étais là, OK, qu'est-ce que je fais? Et on dit, il y a Best Buy qui les vend. Fait que là, je regarde sur le site de Best Buy, il n'y en a évidemment aucune en stock à Québec. J'ai dû la commander. Ça a pris plus de temps que prévu. Ça a même fait en sorte que j'ai dû délayer ou reporter l'installation de la borne. Ça a quand même été quelque chose d'assez chiant, honnêtement, dans le processus. Tesla n'a pas envie de vous vendre une borne si vous n'avez pas de Tesla. J'ai l'impression que c'est comme un mal nécessaire dans leur offre. Ils veulent vendre ces bornes-là. Pourtant, c'est l'un des modèles les plus populaires. Et comme je l'ai dit, je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix, puis vous croyez que j'aurais dû choisir un autre modèle de borne, écrivez-le dans les commentaires.
j'aimerais ça en entendre parler. J'y ai touché un peu avant. La borne Tesla, c'est une borne 48 ampères. Plutôt la puissance maximale pour laquelle on peut la configurer, c'est 48 ampères. Pourtant, il faut un disjoncteur 60 ampères dans la maison et un câble supportant 60 ampères pour la faire fonctionner. Pourquoi? Bien, en général, en électricité, là, je ne suis pas électricien, ne vous fiez pas à moi là-dessus, mais de ce que je comprends, quand on a un appareil dédié comme ça sur un circuit, on vise généralement à avoir un circuit qui va être sollicité à 80% de sa capacité au maximum en opération normale. Donc, 80% de 60 ampères, ou plutôt 48 divisé par 0,8, ça donne 60. Et donc, il fallait un câble en numéro 6 avec 2 conducteurs plus la mise à la terre, ainsi que un disjoncteur de 60 ampères pour faire fonctionner cette borne-là à 48 ampères. Pour une borne 80 ampères, les plus puissantes, les 19 kW, il faut un circuit de 100 ampères. J'aurais pu faire installer une borne 80 ampères. Mon panneau électrique me l'aurait permis. Ça ne prend pas plus d'espace d'ailleurs sur le panneau, là, on pourrait y revenir un peu après. Mais c'était vraiment juste que je n'avais pas besoin d'aller jusque-là, ça aurait augmenté mes coûts. Puis la réalité, c'est qu'au quotidien, le Outlander qu'on recharge avec cette borne-là, il est limité à 3,7 kW. Donc, ça aurait été vraiment plus trop me projeter dans le futur, ce n'était pas nécessaire. Je suis demeuré avec cette borne-là. Je vous ai déjà mentionné, la borne coûte 600 $. On va parler des subventions après, mais ce qui vous intéresse probablement, c'est de savoir avec qui je l'ai fait installer et combien ça m'a coûté. Il n'y a pas aucun commanditaire dans la vidéo d'aujourd'hui. Moi, j'ai contacté des gens à qui je faisais confiance. J'avais déjà fait l'essai du F-150 Lightning d'Alain Fizet. Alain, il possède une entreprise qui installe énormément de bornes électriques commerciales et résidentielles qui s'appelle Fiz Électrique. Je leur faisais confiance. Je n'ai pas rien essayé de négocier. Je n'ai pas eu de rabais parce qu'on est à plus de millage. Je leur ai dit, voici l'installation que j'ai de besoin. Ils m'ont fait une soumission. Évidemment, ça dépend toujours de votre maison, et de la configuration. La mienne, elle a 32 ans environ. Le chemin le plus simple, c'était, ou plutôt celui où il y avait le moins de risque, c'était de remonter le long du mât de l'entrée électrique, passer dans le grenier, redescendre ici. Mais ça aurait été un peu surcomplexifié. Sans vous montrer trop d'images à l'intérieur de ma maison, il y avait moyen d'utiliser le même chemin que les câbles utilisés par l'air climatisé. Et c'est pour ça qu'on voit une petite conduite qui amène sur quelques mètres l'électricité à la borne. Donc le coût d'installation, ce fut de 760 $ plus taxes. Et ça, c'est pour une installation où il y a entre 10 et 15 mètres de câble numéro 6 de conducteur pour une borne ou une connexion plutôt 60 ampères. C'est probablement relativement typique. Si on était passé par le grenier, ça aurait coûté environ 200 $ de plus. Ça va être très variable en fonction de si votre borne est très près de la boîte électrique, puis il y a peu de câbles à acheter, c'est une installation facile. Peut-être que ça va vous coûter, je ne sais pas, 400-500 $. S'il s'agit juste de faire brancher une borne, puis que l'installation électrique est déjà en place, ça peut être aux environs de 300 $. Je vais prendre le temps de mentionner que j'ai vraiment été satisfait du travail de Fiz Électrique et je vous rappelle que ce n'est pas des commanditaires de notre chaîne YouTube. L'installation s'est faite en environ 90 minutes. Pour le processus de soumission, ils ont regardé mes commentaires parce que je leur ai fait un petit dessin. Je leur avais dit, je pense qu'on peut passer par là. Ils ont dit oui, ils ont révisé la soumission. Le gars connaissait son affaire. Ça paraît qu'ils font pas mal juste ça, des installations de bornes. Bien évidemment, un électricien compétent, même si ce n'est pas sa spécialisation, peut faire ça et fera certainement un travail de qualité. Mais grosso modo, j'ai été super satisfait. Puis, en fonction des autres soumissions que j'ai faites puisque j'ai regardé, je crois que les prix étaient très raisonnables. Ça va toujours vous coûter dans ces eaux-là pour une installation régulière, probablement entre 600 et 1200 $ dans la plupart des cas. Ça dépend vraiment beaucoup de votre maison. Pour ce qui est du coût
total de l'installation. On parle de 800 $ plus taxes pour la borne, 760 pour l'installation. Ça fait un grand total d'environ 1794 $. C'est quand même beaucoup d'argent. On veut quand même sauver de l'essence. On sauve de l'argent en sauvant de l'essence, en consommant de l'électricité qu'on paie très peu cher à la maison. Le gouvernement québécois veut quand même inciter les gens à passer à l'électrique. Donc, pour les quelques prochaines années, la subvention sur l'installation des bornes demeure, bien que les subventions sur les véhicules électriques vont diminuer. Le montant de la subvention pour une installation résidentielle, quand je dis résidentielle, je fais référence plutôt à une maison unifamiliale, hein, ou ce genre, bon, moi j'ai un jumelé, là. Bref, maison familiale. Il y a un contexte différent pour les condos. Il y a plus de subventions qu'on peut aller chercher parce que généralement les coûts sont plus élevés. Si vous voulez en entendre parler, écrivez-le dans les commentaires. Donc, 600 $, je vais mettre un lien dans la description pour le site où on peut faire son inscription. Si vous avez acheté un véhicule subventionné au Québec récemment, vous avez probablement eu à créer un compte sur ce site-là pour que le concessionnaire puisse faire la demande de subvention, ou si vous êtes chez Tesla et qu'ils sont cheap et veulent sauver du temps et ils ne le font pas pour vous, vous avez probablement passé au travers du processus de toute façon. Donc, vous avez peut-être déjà un compte sur ce site-là. On va lister aussi les informations dont vous avez besoin, hein. Essentiellement, la facture de la borne, la facture de l'installation, puis il y a quelques autres documents qui vous seront demandés, qui sont liés à l'achat de votre véhicule électrique, puisque seuls les propriétaires de véhicules électriques sont admissibles à la subvention. Donc, si vous n'avez pas de voiture électrique, vous voulez faire installer une borne à la maison, ça ne fonctionnera pas. Une des inquiétudes que j'ai eues quand j'ai fait ce processus-là, c'est que c'est moi qui ai acheté la borne, c'est moi qui ai payé l'électricien, ces factures-là étaient à mon nom, alors que, comme au Québec, on peut seulement immatriculer un véhicule maintenant au nom d'une seule personne. Le Outlander est immatriculé au nom de mon amoureuse. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir un mismatch entre les deux et que ça va poser problème? Ça n'a pas posé problème. Tout est passé là, comme dans du beurre à ce niveau-là. Donc, j'ai fait la demande, puis peut-être 2-3 semaines plus tard, on a reçu là, un chèque de 600 $ par la poste pour le remboursement là, de cette subvention-là. J'ai entendu toutes sortes de choses. Aussi, il y a des gens qui me disaient « Ah, il faut que l'électricien y mette le numéro de série de la borne dans la facture. » C'est pas vrai, ou en tout cas, du moins dans mon cas, la facture était déjà préparée quand l'électricien est arrivé. Il n'y avait pas de numéro de série dessus et ça a fonctionné. Une chose importante, cependant, c'est de choisir une borne qui est admissible à la subvention. Encore une fois, sur le site qu'on fournit du gouvernement du Québec, ils sont identifiés ou elles sont identifiées les bornes qui sont admissibles. Le Tesla chargeur universel mural fait partie de la liste, mais il y a bien d'autres produits, y compris des produits d'entreprises québécoises et canadiennes. Ça couvre tous les sujets qu'on voulait amener aujourd'hui sur l'installation de la borne spécifiquement. S'il y a des questions que vous avez auxquelles on n'a pas répondu, écrivez-le dans les commentaires. Point peut-être que je vais toucher là, avant de conclure, c'est est-ce qu'on peut charger notre véhicule sur le 110 volts? J'ai pas de borne à la maison, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, peu importe. Bien, pendant un certain temps, évidemment, vous pouvez charger votre véhicule sur le 110 volts. Moi, j'avais déjà une prise extérieure dans le même coin que vous voyez ici. La seule chose que j'ai faite, c'est que comme c'était une prise là, plus vieillotte avec les petits panneaux là, séparés pour chacune des deux prises, avec une petite mousse pour rendre ça étanche, mais c'est pas étanche quand il y a quelque chose de branché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement acheté un couvercle étanche que j'ai ajouté, donc sans avoir à faire de connexion électrique, c'est vraiment juste ce qui vient s'apposer par-dessus la prise que j'ai changée. J'ai rendu ça étanche. J'avais acheté sur Amazon un petit support à pistolet J1772, fait que pendant un certain temps, là, pendant peut-être un mois et demi, on chargeait sur le 110 volts. La voiture était essentiellement toujours en train de charger lorsqu'elle était branchée à la maison. Depuis qu'on a passé à la borne 240 volts, bien là, on peut juste brancher notre voiture, puis après 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, elle est rechargée et ça ne prend plus 20 heures plus comme avant. J'ai l'impression que le Outlander PHEV, quand il se recharge sur le 110 volts, il y a aussi des systèmes, des refroidissements et tout qui fonctionnent. Puis d'après moi, là, la recharge efficace, elle est assez limitée. Ça fait pas mal le tour. Merci d'avoir écouté.
Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, ben, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. C'était Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.